Salut, je m'appelle Fabien Roy et ma plante préférée, c'est celle-là. J'espère que vous l'aimez parce que aujourd'hui on code pas, fait que pas besoin de clavier, on va juste mettre la plante. Elle va être là tout le long, fait que si vous l'aimez pas, ben tant pis pour vous. Re-bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on monte les bases d'un repository sur GitHub. Dans les dernières vidéos, on s'est vraiment concentré sur la documentation de planification. C'est assez. Là, on commence à mettre des fichiers dans notre repository. On va commencer par créer des fichiers de documentation importants à voir dans notre repo, puis ensuite, on va jaser des différentes sections à utiliser sur GitHub pour notre projet. Fait que... On va... Tabarnak, j'en reviens pas. Pourquoi je mets ça dans mes vidéos? Ok. On va faire 4 fichiers ensemble, soit la licence, le code de conduite, le guide de contribution et le README. On va commencer avec la licence et le code de conduite parce que souvent, c'est eux autres qu'on autogénère. C'est bien important de choisir une licence appropriée pour notre application. Ça va influencer comment que les gens peuvent utiliser notre travail. Alright, fait que comment on choisit une licence? Moi, je m'embarquerai pas dans les aspects légaux pour la différence entre les licences parce que c'est pas ma profession, je connais pas ça assez, mais je peux vous envoyer sur un super de bon site qui s'appelle Choose a License. C'est lui que je me sers quand je suis pas trop sûr de quelle licence prendre, mais d'habitude c'est MIT ou Creative Commons. Moi, je me sers de Creative Commons pour mon site, mes vidéos et le projet, vu que c'est du matériel qui est éducatif et fictif. J'ai choisi By NCSA version 4 qui stipule que les gens peuvent partager mon application et mon code, les gens peuvent fork mon repo et modifier mon application pour l'adapter à leurs besoins. Et là, le By NCSA, en fait, By, ça veut dire que les gens ils partagent ou modifient mon code, il faut qu'ils me référencent. NC, c'est non-commercial, donc mon application et ses éventuelles modifications ne peuvent pas servir à faire du profit. Et ça, je me souviens plus ce que ça veut dire, mais ce que ça signifie, mettons, c'est que la licence que j'utilise doit être utilisée pour tous les futurs partages et modifications de mon code. Pour avoir la licence en Markdown dans mon repo GitHub, moi, je vais me servir du repo de Jan Tsut, qui contient des versions à jour des licences de Creative Commons prêtes à utiliser en Markdown. Donc, dans mon README, je vais mentionner que ça vient de lui. En passant, quand vous choisissez une licence sur GitHub, vous pouvez juste écrire licence en majuscule comme nouveau nom de fichier, puis GitHub va vous en proposer plein. Ok, le code de conduite. Ça décrit comment l'équipe derrière un projet s'engage à contribuer à la communauté. Celui-là est assez simple, je vous recommande d'utiliser un de ceux que GitHub propose, donc encore une fois, vous avez juste à écrire codeofconduct.md. Comme nom de fichier, vous allez avoir des choix. Perso, j'utilise le Contributor Covenant Code of Conduct. En gros, c'est un code de conduite qui est basé sur l'entraide et le bien-être de la communauté open source. Fait que, parfait. Good! On a fini avec les documents auto-générés. Là, à cette heure, on met la main à la pâte, on écrit nous-mêmes notre guide de contribution. Le guide de contribution, c'est la description des processus pour modifier notre code base. Donc, c'est comment, étape par étape, on veut que notre code soit ajouté, modifié ou supprimé. Quand notre code de conduite n'est pas directement écrit là, parce qu'il peut, souvent, on fait juste le référencer. Moi, c'est ça que je vais faire. Perso, je me traîne un template de projet en projet. Puis, en ce cas, il y a les sections suivantes. Il y a une référence vers le code de conduite. Il y a un guide de suivi de tâches, un guide de développement et la liste des gens qui ont contribué au projet. Je vais être seul là-dedans. Hello, darkness, my old friend. Le guide de suivi de tâches et le guide de développement, ils ont des sous-sections. On va checker ça ensemble. Pour le guide de suivi de tâches, d'abord, j'explique que je me sers du wiki pour décrire les fonctionnalités à implémenter dans l'application. Je dis aussi que c'est là qu'on peut retrouver les stories et les use cases. C'est important de parler de ça en premier parce que c'est la première étape de notre suivi de tâche, c'est quoi exactement le besoin. Avant même de créer un issue, une tâche, faut bien qu'on sache qu'est-ce qui est demandé de nous, finalement. Ensuite, je décris comment que les tâches vont être trackées sur GitHub. On va se servir des issues de GitHub, je veux dire. Je vais aussi décrire la manière qu'on parle de milestone, puis comment qu'on fait notre versionnage pour montrer que les milestones et les releases vont avoir le même versionnage. Moi, je vais me servir du Cementing Versioning 2.0.0. Basically, c'est une manière de représenter les numéros de version en 3 nombres. T'as le majeur, le mineur et le patch. Le majeur, c'est les breaking change, donc c'est ce qui invalide, mettons, les anciens calls que tu peux faire à ton API. Le mineur, c'est des fonctionnalités qui ont été rajoutées, mais qui brisent pas les anciennes fonctionnalités. Et le patch, c'est des bug fixes. Prochaine section, le project board. Je décris comment je groupe les issues dans un tableau en Kanban. Lui, on va y revenir plus tard dans la vidéo quand on va passer sur sa section. Next, parle du bug reporting. D'abord, je dis clairement que pour moi, un test unitaire, intégration end-to-end qui marche pas, ou qui plante des fois, mettons, pour moi, ça c'est un bug. C'est juste pour enlever clarifier ça tout de suite. Après ça, je dis que les bugs spotés doivent être reportés sous forme d'issue avec le bon template. Ensuite, on les place dans le project board, dans la colonne to do,
en haut de toutes les issues qui sont pas des bugs et idéalement par ordre de priorité. Ensuite, on parle des pull requests. J'informe les gens que je me sers de Gitflow qui permet de structurer clairement le nom des branches, ce qui a un effet direct de clarifier les PR d'habitude. Je dis que chaque PR doit passer le CI check et avoir 2 approvals. CI, c'est Continuous Integration. En gros, c'est qu'on va automatiquement rouler, tu sais, on va builder notre application, on va rouler les tests, on va checker le code style, toutes ces affaires-là. Fait que je dis en gros que les PR ils doivent passer ça. Je dis ensuite comment que je veux que mes PR soient nommés et à quel genre de review je m'attends. Donc, ça sert aussi d'un guide sur comment review l'application. Quand même cool. Finalement, on a la definition of done. J'explique qu'un milestone s'est terminé quand toutes les issues de ce milestone-là sont terminées et qu'une issue est terminée quand tous ses requirements sont fulfilled et que sa PR est merged. Gros franglais, désolé. On est au Québec, c'est... Le guide de développement concerne l'aspect technique du codebase. Ça commence par le code style, donc je dis quel code style je vais me servir pour chaque langage utilisé. Ici, on a juste Java. Je donne aussi la commande pour formater le code. Et je dis que je veux voir aucun commentaire dans mon code, mis à part des to-do, qui peuvent juste servir finalement à pinpointer des places dans l'application quand on a des issues qui s'en viennent pour certains trucs. Par contre, les to-do, je veux pas qu'on les aille quand on merge dans main ou dans develop, idéalement. Dans develop peut-être, là, s'il y a d'autres issues qui vont parler de ça, mais dans main, quand on release une version, pas de to-do. Les commentaires, pour vrai, je vais y repasser quand on va coder, peut-être je vais faire une vidéo là-dessus, mais quand ton code est assez clair et qu'il t'écrit pas comme un cave, c'est correct, t'as pas besoin de commentaires. Ils peuvent peut-être servir quelques fois, là, tu sais, genre, il y a des exceptions, mais moi, je préfère juste marquer que j'en veux pas. Fait que, tu sais, pense même pas à, hey, ça c'est peut-être une exception correcte. Non. Peut-être que oui, mais on va dire non pareil. Ensuite, je dis que tout mon code doit être fait en TDD, donc en Test Driven Development, ce qui signifie que les tests unitaires sont faits avant d'implémenter le code. Et je décris comment les tests ont été faits et où est-ce qu'ils sont. Donc, parfait, on a fini avec le guide de contribution. Alright, vous savez probablement tout c'est quoi un README. C'est la première chose qu'on voit en arrivant dans votre repo. On va y mettre les informations les plus importantes sur votre projet, comment le démarrer et les ressources, les liens qui sont utiles à connaître pour contribuer ou pour se servir de votre projet. Le site Make a README est très utile pour apprendre à faire votre propre README. Moi-même, je le consulte souvent pour me rappeler des sections importantes. D'abord, on va décrire le nom de notre projet et on va l'expliquer brièvement. Directement en dessous, c'est là qu'on va mettre les badges. Là, j'en ai pas pour tout de suite, mais moi, j'aime bien montrer, mettons, le statut du CI, le statut du CD, des tests end-to-end, le code coverage, peut-être le code quality. Ça peut être très pratique. Le site shields.io a une shit tonne de badges que vous pouvez utiliser en fonction des technologies qu'il y a dans votre application. Good. Pour la partie installation, on va expliquer comment installer les dépendances et builder le projet avec Maven. Ensuite, on va expliquer comment utiliser l'application. Il suffit juste de donner la ligne de commande pour starter notre projet et dire sur quelle URL il va se retrouver. Quand on va avoir une documentation d'API, on va la plugger là. On risque de la plugger tout en haut aussi de notre README si besoin est, parce que c'est quand même très important. Mais là, on n'en a pas. Après ça, on va parler de la contribution. Évidemment, on va plugger tout de suite notre guide de contribution. On l'a pas fait pour rien. Puis, on va donner les commandes à utiliser, fait que les plus importantes. Fait que pour rouler des tests, pour créer un rapport de code coverage, pour appliquer le code style et générer la documentation d'API. Finalement, on va référencer notre licence. Ouais, là, je me rends compte que mon README, il est pas mal pareil de ceux que j'ai fait dans mes projets d'école en Java, mais hey, tu changes pas une formule gagnante. OK, on a terminé les documents qui expliquent comment le projet est fait, puis tout le kit, là, c'est le fun, parfait, chill, on passe aux sections du repository. D'abord, on va jaser des choses. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des tâches à faire dans l'application. Fait que je vais les voir vite parce que mon prochain vidéo va vraiment en parler exclusivement. Mais juste là, gardez ça en tête. En gros, un issue, c'est un titre évocateur. C'est une référence vers des use cases et ou des stories. C'est des étapes pour que le issue soit considéré comme fait. Dans le cas d'un issue pour un bug, ça va être... on va mettre des étapes pour reposer le bug, toujours important. On peut mettre plus d'informations, peu importe le type d'issue. On met une personne attitrée, on met des étiquettes pour filtrer nos issues, un milestone associé et une pull request. Pourquoi? Parce que ça nous permet de mieux documenter le suivi de nos tâches. Là. Tu vois vraiment, cette issue-là a été faite par cette pull request-là, puis tu vois directement les modifications. La seule raison qu'il pourrait avoir plusieurs pull requests pour une issue, c'est qu'on réouvre l'issue, parce que finalement, c'est pas bien fait. Ça nous arrivera pas, tu sais. Mais si jamais, savez-vous ce qu'il y a là? Fuck aussi, les templates d'issue. En gros, quand une personne crée une nouvelle issue, on peut fournir des modèles déjà faits pour aider à écrire l'issue d'une manière qui est comme le plus descriptive pour les développeurs. Moi, j'aime bien en avoir 3.
J'en ai un pour les bugs, un pour les features, et un autre pour les features, mais version simplifiée. On va checker ça ensemble. Les templates d'issue, on les place dans GitHub Issue Template. Ça commence par du YAML, où est-ce qu'on peut décrire certains settings pour notre template, donc le nom de template et les étiquettes par défaut qu'on veut, des trucs comme ça. Prenons le template du bug report. On donne les étapes à reproduire pour le bug, on dit ce qu'on voudrait qu'il se passe normalement, puis là, on ajoute des espaces pour donner des screenshots, des infos additionnelles, des trucs comme ça. Alright, pour les features à implémenter, on commence par la liste des tâches à accomplir pour terminer l'issue, puis on décrit ce qu'on veut implémenter, on donne du contexte additionnel, tout ça, si c'est nécessaire. Alright, puis le troisième, la version simplifiée. Celle-là, je la fais d'avance, mais honnêtement, elle est juste vraiment utile. Je m'en suis rendu compte, j'avais besoin d'un template plus rapide, finalement, quand j'étais en rush de fin d'itération, des trucs comme ça. Parce que rendu là, j'ai juste besoin, tu sais, j'ai comme 5-6 affaires que je sais qu'il faut que j'implémente, c'est toutes des tâches différentes. Fuck it, je commencerai pas à toutes les décrire. Au pire, je pourrais même faire une petite liste à côté puis les faire comme du monde, mais souvent, on sait tout c'est quoi rendu là, parce qu'on a tout été à fond dans le projet, là. C'est comme, tu sais, petit rush là, de fin de session, quelque chose dans le même, là. Fait que c'est un template qui a juste une liste de fonctionnalités. Celui-là, je vous recommande tellement pas de vous en servir, mais moi, je suis un calice de cowboy, fait que je vais le faire pareil. Mais, ouais. Perf. Fait qu'on va faire les issues dans notre prochaine vidéo. On va faire les issues, en fait, pour toute la prochaine itération, mais ouais. Là, on fait juste les voir vite, là, inquiétez-vous pas, là, il y a beaucoup plus à ça que les issues. Good, on va regarder un peu les autres sections du repo. D'abord, le fameux Project Board. Celui-là, on va le garnir à la prochaine vidéo aussi. Mais je vais quand même expliquer vite comment moi je le fais. D'abord, je place que des issues. Je place pas de PR parce que justement, comme j'expliquais tantôt, idéalement, j'ai un issue, une PR. Donc, j'ai 5 colonnes. J'ai maybe. Je commence avec la plus fucked up à expliquer, là, mais en gros, celle-là, c'est une autre affaire que je me suis rendu compte que j'avais beau pas vouloir la mettre en début de projet, je vais toujours en avoir besoin. En gros, ma colonne maybe, je vois ça comme c'est des trucs au backlog, mais qui sont pas au backlog. Fait que pas des trucs à implémenter éventuellement, des idées, tout. C'est plus des affaires techniques. Des petites affaires qui influencent pas tant, mais c'est des améliorations qu'on pourrait avoir, des trucs comme ça. Puis peut-être même des features déjà faites, mais c'est parce qu'en gros, je préférais avoir une colonne de trucs à faire éventuellement, maybe, là, on verra, que d'archiver les issues, puis après ça, d'aller les rechercher ou de les supprimer puis d'en recréer. Je préférais les garder là. Ensuite, on a la colonne to do, qui est les issues pour l'itération en cours, in progress. J'imagine que vous pouvez deviner c'est quoi. On a under review, ça c'est les issues qui ont une PR prête à être review ou en train de se faire review. Quand une PR demande des modifications, mettons, puis qu'on les fait dans une issue, moi je la garde quand même dans cette colonne-là, parce que elle est en train d'être review, elle est en train d'être modifiée dans sa review, ça fit là-dedans. Et ensuite, on a done, qui est les issues qui sont merged dans develop. On pourrait aussi avoir une autre colonne pour différencier ce qui est dans develop et ce qui est dans main, parce que des fois ça peut être pratique de tout retester les issues qui sont dans develop pour être sûr que, tu sais, mettons, la complétion de une n'a pas influencé la complétion de l'autre, qu'on s'en est pas rendu compte quand on les a testés individuellement. Mais bon, pas besoin de voir ça tout de suite, là, sauf que c'est une bonne idée. Sérieux, aussi, j'encourage vraiment les teams au complet à utiliser un tableau en Kanban comme ça. C'est pas juste pratique pour les product owners, les scrum masters puis les chargés de projet, tout ça. Toutes les devs, honnêtement, c'est parce que ça permet de voir vraiment aisément où est-ce qu'on est rendu dans nos issues puis la progression générale de tout ça. Tandis que la liste des issues qu'on a dans GitHub est vraiment pas très parlante au sens d'un projet qui est en train d'être complété. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Chose que j'ai pas parlé encore, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai parlé un petit peu des branches que j'utilisais, j'ai Develop puis j'ai Main. Develop qui est ma branche tu sais, des issues qu'on est en train de faire, qui sont réglées, on les met là. Puis Main qui est ma branche finalement de production, si tu veux, là. Pas vraiment, là, parce qu'il n'y a pas de production, mais tu sais, c'est ma branche de code stable, tu sais, quand je vais releaser une version, c'est lui que je vais me servir. Fait que pourquoi Main pas Master? C'est le nouveau standard sur GitHub. En gros, c'est parce que Master, ça serait faire finalement de l'esclavage, ce qui est pas cool, fait qu'on va essayer le plus possible de suivre ce standard-là. Je vous encourage fortement à faire ça. Moi, personnellement, c'est ça, tous mes projets, la branche principale, ça va être Main. Bon, je vais vous parler un petit peu du wiki, mais hostie, honnêtement, je suis tanné de le voir. Non, je niaise. On fait ça depuis le début du projet, puis moi, dans mes cours, finalement, je m'en sers beaucoup pour les rapports qu'on a à produire qui ne demandent pas un formatage Word ou tout ça. Là, c'est juste du Markdown. Fait que tu sais, quand c'est juste ça qu'on a besoin, souvent mes cours qui sont donnés par des profs que c'est une gang de dev, tout ça, qui sont moins proches, mettons, des aspects super théoriques, mettons, de base de données ou des trucs comme ça, s'ils me demandaient directement, bon non, c'est correct, tu peux le faire dans le wiki, ce que je trouve vraiment parfait, parce que toute l'information est là à côté du repo. Ouais, fait que moi, mettons, je m'en sers pour les fonctionnalités, les stories, les use cases, le beau kit, les petites documentations de planification importantes à avoir, tout ça.
Puis ouais, aussi si vous faites une librairie ou un package qui est utilisé par plusieurs personnes puis que vous avez pas de site web pour hoster votre doc, mais c'est aussi une belle place pour mettre ça. Vous pouvez même structurer tout ça avec un beau sidebar qui donne vos pages principales puis un footer qui vous permet de mettre des informations générales qui sont vraies pour chaque page. Alright, les settings. Ici, vous pouvez choisir quelle section afficher dans votre repo. Par exemple, si vous ne savez pas du wiki ou du project board, ben enlevez-les. Moi, il y a deux choses primordiales que je fais dans les settings. Je déploie un GitHub Pages pour la documentation d'API et je protège les branches principales, donc main et dev là. Présentement, j'ai pas de doc d'API, fait que quand on va être rendu à l'affaire, je vais vous montrer comment setuper ça comme un GitHub Pages, ce qui est comme un petit site que tu peux hoster sur GitHub. Pour ce qui est de la protection de branche, quand vous mergez du code d'une PR dans une branche, je vous recommande d'avoir 2 review approvals sur la PR, le CI check qui passe, et une branche à jour avant de merge les PR. Ça va vous éviter d'avoir du code qui est potentiellement pas stable et pas trop stable dans vos bonnes branches. De mon bord, évidemment, je ne mettrai pas 2 review approvals vu que je suis tout seul sur le projet, mais vous comprendrez que dans une équipe, c'est super important. D'ailleurs, je vous recommande, side note, je vous recommande, si vous séparez ça en plusieurs sous-équipes pour un projet, dans les 2 review approvals, une personne de la même équipe, une personne pas de la même équipe. Quand même très pratique parce que ça fait des points de vue différents. Good! Fait qu'on a pas mal fait le tour. GitHub, c'est huge, c'est super configurable. Fait que si vous avez des questions avec vos repos ou GitHub en général, n'hésitez pas à m'en laisser dans les commentaires. La prochaine vidéo est quand même cool. J'en ai parlé un peu, mais on va dessiner notre première itération et on va faire les choses pour ça. Je vais me servir du project board et structurer la liste de tâches à faire. Fait que, alright! Salut là! Toujours aussi bonne, hein?